Lors de l'anniversaire de ma fille, mon père lui a offert un peigne acheté au magasin à 1 euro, et il a dit « Les jolies choses ne sont pas pour les enfants comme toi ». Mes enfants se sont mis à pleurer. Ma sœur a éclaté de rire. 30 minutes plus tard, personne ne riait plus, lorsque j'ai sorti l'enveloppe de mon sac. Et je ne crois pas avoir jamais autant détesté mon père, que je ne l'ai fait ce jour-là. Et le pire, c'est que ma mère est restée là, plantée à côté de lui, comme elle le fait toujours, telle son ombre, hochant la tête en silence, pendant qu'il détruit les gens. J'avais l'habitude de penser qu'elle avait peut-être peur de lui, mais après tout ce qui s'est passé, je crois qu'elle aime simplement regarder. Je pense qu'ils se nourrissent tous les deux de la cruauté. La sienne, du genre bruyante et évidente, et la sienne à elle, silencieuse et narquoise, celle qui vous fait comprendre qu'elle ne sera jamais de votre côté. C'était le 7e anniversaire de ma fille, Lily. Elle faisait le compte à rebours depuis des semaines, dessinant des images de son gâteau de rêve, écrivant de petites invitations pour ses camarades de classe, et demandant même si papy et mamie viendraient. Je lui ai dit que oui. Je n'en avais pas envie, mais j'ai quand même dit oui. Je suppose que j'avais encore cette petite voix, au fond de ma tête, qui me murmurait qu'ils allaient peut-être me surprendre. Qu'ils agiraient peut-être comme les grands-parents qu'elle méritait. Ce ne fut pas le cas. La fête se déroulait dans l'une de ces aires de jeux couvertes, avec des tapis en mousse aux couleurs vives, des cages à poules, et de la musique diffusée par les haut-parleurs. J'avais dépensé plus que je n'aurais dû, mais Lily rayonnait, courant partout dans sa robe d'anniversaire à paillettes, et poussant des petits cris de joie avec ses amis. Pendant 1 minute, tout m'a semblé parfait. Puis, mes parents sont entrés. Mon père tenait un sac en plastique froissé, venant du magasin à 1 euro. Ma mère arborait ce même sourire crispé, qu'elle porte toujours en public. Pas de papier cadeau, pas de cartes, aucun effort, juste deux, regardant autour d'eux, comme s'ils étaient ceux que l'on célébrait. Lily a couru vers eux, sautillant sur la pointe des pieds. Il lui a tendu le sac, sans même s'agenouiller. Elle a plongé la main à l'intérieur, et en a sorti un peigne rose cassé, le genre qui est déjà fêlé avant même de quitter le magasin. Il portait encore une étiquette de liquidation, et de la poussière. Il y a eu un silence bizarre. Puis, il a dit d'une voix assez forte, pour que tout le monde puisse entendre, « Les jolies choses ne sont pas pour les enfants comme toi. » Je jure que le temps s'est arrêté. Lily a fixé le peigne. Elle a levé les yeux vers lui, puis vers moi. Sa lèvre tremblait. Jenna, ma sœur, a éclaté de rire. Ses jumeaux se sont joints à elle, de manière bruyante et odieuse. Ma mère n'a pas dit un mot. Elle est juste restée là, à observer, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas jeté le peigne. Je n'ai pas attrapé mon père par le col, comme j'en avais envie. Je me suis simplement agenouillé à côté de Lily, et je lui ai dit de venir avec moi. Nous sommes allés aux toilettes. Elle a pleuré. Pas très fort, juste ce genre de pleurs qui vous serre le cœur. Silencieux, gêné, confus. J'ai essuyé son visage, et je lui ai dit la vérité. Que certaines personnes ne savent pas comment être gentilles, et que ce n'était pas de sa faute. Elle a hoché la tête, courageuse comme toujours. Elle m'a demandé si elle pouvait quand même avoir du gâteau. Je lui ai répondu, qu'elle pourrait en avoir de part. De retour dans la salle de fête, les choses avaient repris leur cours, comme si de rien n'était. Mon père tenait sa cour à l'une des tables, racontant une histoire stupide. Jenna faisait des commérages, avec 2 autres mamans. Ma mère était déjà assise avec une part de pizza, agissant comme si elle avait passé une dure journée, mais j'en avais fini de faire semblant. J'ai attendu qu'on passe au gâteau. Je ne voulais pas enlever ça à Lily. Elle avait reçu un magnifique gâteau licorne personnalisé, exactement celui qu'elle avait dessiné. Elle a de nouveau souri, lorsque nous avons chanté. Cela m'a donné l'élan dont j'avais besoin. Quand les bougies ont été éteintes, et que les gens s'installaient dans cette accalmie d'après-gâteau, je me suis levé. J'ai sorti l'enveloppe de mon sac, j'ai marché droit vers mon père, et je la lui ai tendue. Il a plissé les yeux en la regardant, confus. Je lui ai dit de l'ouvrir. À l'intérieur, se trouvait un document qu'il n'avait pas vu depuis des années, celui que j'attendais d'utiliser. L'acte de propriété de la maison, dans laquelle lui et ma mère vivaient. La maison qu'ils appelaient la leur, celle qu'ils avaient toujours menacé de léguer à Jenna. Seulement, elle n'était pas à eux. Elle était à moi.
Je ne les avais pas mis à la porte avant, parce que j'étais encore locataire, payant le prêt hypothécaire de quelqu'un d'autre, pendant qu'il vivait gratuitement dans la maison que je possédais légalement. Mais j'avais atteint ma limite. Je voulais un foyer pour Lily, un vrai, et maintenant je l'avais. Il a levé les yeux vers moi, puis a baissé le regard vers les papiers. Son visage est devenu rouge. Ma mère a attrapé l'enveloppe, et a commencé à lire. Jenna a arrêté de rire. C'est à ce moment-là que tout a basculé, et je n'en avais pas encore fini, loin de là. Mon père n'a pas réagi de la manière dont je m'y attendais. Il n'a pas explosé, et n'a pas crié. Il est juste resté figé, comme s'il avait oublié comment lire. Ses doigts ont feuilleté les pages lentement, ses lèvres bougeant comme s'il essayait de déchiffrer les mots. Comme si le jargon juridique était soudainement devenu trop compliqué, pour l'homme qui avait passé des décennies à faire la morale à tout le monde, sur le fait d'être le chef de famille. Ma mère lui a arraché l'enveloppe, lorsqu'elle a réalisé que quelque chose clochait. Ses yeux ont fait des allers-retours sur la première page, puis sur la deuxième. Ensuite, elle s'est arrêtée, et a fixé ma signature sur la dernière. Elle a levé les yeux vers moi, et pour la première fois depuis très longtemps, elle a eu l'air sincèrement effrayée. Jenna s'est levée lentement, derrière eux. Elle ne riait plus. Elle s'est penchée en avant, et a essayé de regarder les papiers, elle aussi. Mais ma mère les a tirés vers elle, les protégeant comme un secret. Quelqu'un à la fête a chuchoté, « Que se passe-t-il » Je l'ai ignoré. Je l'ai dit clairement, pour qu'il n'y ait aucune confusion. La maison dans laquelle vous vivez est la mienne. Légalement, elle l'est depuis le décès de grand-mère. Elle me l'a laissée à moi, pas à vous. Je vous ai laissé y rester, parce que j'essayais d'être respectueuse. C'est terminé. Mon père a cligné des yeux. Il n'a toujours rien dit. Je lui ai dit que je payais les impôts fonciers depuis 8 ans. Les coûts d'entretien. Les amendes de la ville, qu'ils avaient ignorées, pour avoir laissé le porche pourrir. J'avais tout couvert en silence, patiemment, parce que pour une raison stupide, je pensais qu'un jour ils pourraient l'apprécier, ou du moins agir comme des parents. Puis, j'ai dit le reste. Vous avez 30 jours pour libérer les lieux. Je m'y installe. C'est là que les cris ont commencé. Jenna a explosé la première, me traitant de folle, d'ingrate, et de narcissique. Elle a dit que je détruisais la famille, et que je faisais cela par jalousie. Elle a dit que ma fille, ma douce Lily, n'était qu'une excuse pour me venger. Elle est sortie en trombe avec ses jumeaux, les traînant par les poignets. Ils n'ont même pas pu prendre leur petit sac de cadeaux. L'un d'eux a commencé à pleurer, parce qu'il a fait tomber un cupcake sur le sol, mais Jenna a continué à marcher. Ma mère a marmonné quelque chose dans sa barbe, et l'a suivie, serrant toujours l'enveloppe, comme si elle allait se réécrire toute seule sur le chemin de la voiture. Mon père est resté quelques secondes de plus. Il ne m'a pas regardé, il a juste fixé la direction dans laquelle Jenna était partie. Puis il a dit, « Tu vas le regretter », et il est parti. Il n'a pas dit au revoir à Lily. Une fois la porte refermée derrière eux, on a eu l'impression que toute la pièce expirait. Les gens, qui étaient restés figés par une gêne par procuration, ont recommencé à bouger. La musique a repris. Certains enfants ont commencé à grimper dans la piscine à balles. Andrea s'est approchée de moi, avec une part de gâteau à moitié mangée, et m'a dit, « Tu aurais dû faire ça il y a des années. » Elle n'avait pas tort. Je me suis assise à côté de Lily, et je lui ai demandé comment elle se sentait. Elle a haussé les épaules et m'a dit que ça allait, mais a ensuite ajouté, que la prochaine fois, elle ne voulait pas que papy vienne à sa fête. Je lui ai répondu, qu'il ne viendrait plus jamais à quoi que ce soit. Puis elle a souri, et m'a demandé si elle pouvait ramener un ballon supplémentaire à la maison. Je lui ai dit qu'elle pouvait en prendre 3. Ce soir-là, lorsqu'elle fut endormie, je me suis assise sur mon canapé, et j'ai ouvert l'enveloppe à nouveau. J'ai relu les papiers pour la 100e fois, non pas parce que j'en doutais, mais parce que je voulais ressentir ce pouvoir à nouveau, ce contrôle. Il ne s'agissait plus de vengeance. Il s'agissait de protéger Lily, contre ces mêmes personnes, qui m'avaient fait me sentir sans valeur, pendant la majeure partie de ma vie. J'ai envoyé un email à mon avocat, juste avant minuit. L'avis d'expulsion partirait le matin même. Je ne m'attendais pas à ce qu'il parte sans faire de bruit, et je m'en moquais. L'avis d'expulsion est arrivé sur le pas de leur porte, un mercredi matin. À midi,
mon téléphone explosait déjà de notifications. D'abord, un appel manqué de ma mère, puis un autre. Ensuite, Jenna a envoyé une photo de l'enveloppe, posée ouverte sur la table de leur cuisine, suivie d'un texto d'une seule ligne, sérieusement. Aucune ponctuation, aucune explication, juste ça. Je l'ai ignoré. À 16h11, Jenna a réessayé, avec un message vocal. Je ne l'ai pas écouté. Peu importe ce qu'elle avait à dire, je l'avais déjà entendu un millier de fois auparavant. J'étais dramatique, égoïste, émotive, instable, et jalouse de sa famille parfaite. Il revenait toujours à ses arguments, comme si mon enfance avait été une sorte de rêve fiévreux, que j'avais inventé de toutes pièces, pour les embarrasser. J'ai emmené Lily manger un yaourt glacé. Nous étions assises dans la voiture, pendant qu'elle me parlait d'un garçon de sa classe, qui disait le Burke, chaque fois que quelqu'un parlait de légumes. Elle riait, complètement épargnée par la tempête, qui se préparait à quelques kilomètres de là. Et j'ai réalisé, à ce moment-là, à quel point j'avais bien fait les choses. Je l'avais gardée douce. Elle ne tressaillait pas, quand les gens haussaient le ton. Elle n'avait pas peur de faire des bêtises. Elle n'était en rien comme moi, à son âge. Et je n'allais certainement pas les laisser s'approcher d'elle, à nouveau. Le lendemain matin, ils ont débarqué à mon appartement. Je n'avais même pas encore pris mon café. Lily était toujours au lit, quand les coups ont commencé. Pas un simple toc-toc, pas un coup de sonnette, mais des poings qui frappaient la porte, fort et vite. J'ai regardé par le Judas. Mon père, ma mère, Jenna. Je suis sorti sur le palier, et j'ai refermé la porte derrière moi, avant qu'il ne puisse voir Lily. À la seconde où j'ai ouvert, mon père s'est lancé, disant que l'acte de propriété était un mensonge, que grand-mère devait être confuse, et que toute cette histoire ne tiendrait pas devant un tribunal. Il a continué, me traitant de fille sans cœur, égoïste, et dénaturée. Il a ajouté, aucune fille n'expulse ses propres parents. Ma mère l'a coupé, agitant un dossier en papier craft, comme si c'était la pièce à conviction numéro 1. Elle a dit qu'ils avaient tellement sacrifié, pour moi. Elle a mentionné un manteau d'hiver qu'il m'avait acheté en 4e, une facture d'orthodontiste, un gâteau d'anniversaire quand j'avais 12 ans, comme si ces choses leur achetaient des droits à vie, sur tout ce que je possédais. Jenna se tenait sur le côté, sirotant son café glacé, comme s'il ne s'agissait que d'un épisode de plus, dans le cirque familial. Elle n'a pas dit grand-chose, jusqu'à ce que je la regarde et dise « Et toi ? Tu t'es moqué de ma fille ?» C'est laquelle a enfin cligné des yeux. Elle a dit que je réagissais de manière excessive, que c'était juste une blague, et que Lily ne s'en souviendrait même pas. Je lui ai répondu, que j'allais m'assurer qu'elle n'ait pas à le faire. Et puis, juste au moment où je pensais qu'ils allaient s'essouffler, mon père a lâché le morceau. Il a dit ça avec un visage impassible, comme s'il énonçait un fait, tu as toujours été amère, parce que nous aimons plus Jenna. Ma mère n'a pas bronché. Jenna ne l'a pas corrigé. Il ne voyait même pas ça comme une chose cruelle à dire. C'était simplement la vérité dans laquelle ils vivaient depuis si longtemps, qu'ils avaient oublié d'en avoir honte. J'ai hoché la tête, et j'ai dit qu'ils avaient 28 jours pour partir. Puis je me suis retourné, je suis rentré à l'intérieur, et j'ai verrouillé la porte derrière moi. Lily s'était réveillée. Elle m'a demandé si tout allait bien. Je lui ai répondu, oui, juste des gens qui ne seront plus dans les parages, d'ici peu. Après le petit déjeuner, j'ai conduit jusqu'à la maison. Je l'appelais toujours comme ça. La maison. Pas ma maison. Pas encore. Je pense qu'une partie de moi l'associait encore à la douleur. Au fait d'avoir 16 ans, et de m'entendre dire que je ne pourrais pas dîner, tant que ma chambre ne serait pas impeccable. Au fait d'avoir 18 ans, et d'entendre mon père me dire que je n'y arriverais jamais sans leur aide. À ma mère, qui chuchotait aux membres de la famille, que Jenna avait mieux réussi. Mais, en me tenant là ce matin-là, seule dans l'allée, je l'ai vue différemment. C'était l'endroit où ma fille allait apprendre à faire du vélo, où nous peindrions les murs de la couleur que nous voudrions, et où personne ne dirait qu'elle n'était pas assez jolie, assez intelligente, ou assez bien. Je suis entré à l'intérieur, avec un rouleau de ruban adhésif d'emballage, et j'ai commencé à vider leurs affaires. Le canapé a fleuri dehors. Les figurines en céramique poussiéreuse, que ma mère alignait sur la cheminée, dehors. Le fauteuil inclinable de mon père, celui dans lequel il s'asseyait pendant qu'il me rabaissait, jeté sur le trottoir avant midi.
J'ai engagé des déménageurs pour transporter tout le reste dans un garde-meuble. Je n'ai rien jeté. J'en avais envie, mais je voulais que ce soit fait proprement. Mon avocat m'avait prévenu qu'il y aurait de la résistance, qu'ils essaieraient peut-être de contester le testament, mais les documents étaient en béton. Des témoins, des actes notariés. Grand-mère n'avait laissé aucune place à l'interprétation. Elle savait comment ils étaient, et elle m'a choisi. Ils n'ont simplement jamais pensé que je l'utiliserais. Mais je n'étais plus cette fille effrayée et obéissante. J'étais une mère, maintenant, et j'allais terminer ce que j'avais commencé. Pendant un moment, ce fut calme. Trop calme. Ils n'ont pas appelé. Ne sont pas venus. Pas de menaces, pas de lettres, pas même un passage en voiture. Mon avocat disait que c'était bon signe, mais je savais très bien à quoi m'en tenir. Il préparait quelque chose. Mes parents ne tombaient jamais sans traîner quelqu'un dans la boue, généralement moi. J'ai continué à emballer les affaires dans la maison, la transformant lentement pour en faire un vrai foyer. Un après-midi, j'ai trouvé un album photo, coincé derrière un meuble dans le placard du couloir. C'était l'un des plus anciens, datant d'avant que Jenna ne commence à accaparer toute l'attention, avant que tout ne devienne froid. Il y avait des photos de moi, avec des chapeaux de fête, des sourires aux dents écartées, et du gâteau plein le visage. Ma mère avait même l'air de rire, sur l'une d'elles. Pas de poser, de rire. J'ai failli jeter l'album à la poubelle, mais je ne l'ai pas fait. Plus tard cette semaine-là, Lily et moi étions à la maison. Je frottais les plaintes dans ce qui allait bientôt être sa chambre, quand elle m'a appelé depuis la cuisine. Elle m'a dit que quelqu'un frappait à la porte. J'ai tourné le coin, et je me suis figé. Ce n'étaient pas mes parents. Ce n'était pas Jenna. C'était mon oncle, le frère de mon père. L'oncle Mike avait toujours été l'exception. Il vivait à 3 heures de route, se montrait aux mariages et aux enterrements, et ne prenait jamais vraiment parti. Je ne l'avais pas vu depuis 5 ans. Il avait l'air mal à l'aise, comme s'il n'avait pas envie d'être là, mais qu'il s'était forcé à le faire quand même. Il m'a dit qu'il était en ville pour le travail, qu'il avait entendu certaines choses, et que je pourrais peut-être l'aider à tirer ça au clair. Je l'ai fait entrer. Lily est retournée coloriée, par terre. Il s'est assis, et a sorti un morceau de papier plié. C'était un email imprimé, provenant de mon père. Je n'avais même pas besoin de le lire, pour savoir ce qu'il disait. Selon mon père, j'avais falsifié des documents, manipulé grand-mère lorsqu'elle n'avait plus toutes ses capacités mentales, et je l'avais exploitée, alors qu'elle était malade et confuse. J'aurais piégé une femme mourante, pour qu'elle me donne sa maison. C'était répugnant. Mais voici la partie que je n'avais pas vue venir. L'oncle Mike ne le croyait pas. Il a dit que cette lettre n'avait aucun sens. Grand-mère avait toujours eu l'esprit vif, bien plus vif que d'eux. Honnêtement, elle avait un jour surpris l'oncle Mike en train d'essayer de glisser une télévision bon marché, en cachette, dans son logement assisté, et l'avait obligé à la ramener, parce que le son était trop creux. C'était le genre d'esprit qu'elle avait. Réfléchi, et têtu. Puis il a dit ceci, tu sais qu'il prévoit de t'attaquer en justice, n'est-ce pas? Je le savais. Mon avocat m'avait prévenu, mais l'entendre de la bouche de quelqu'un de la famille a rendu la chose bien réelle. L'oncle Mike a secoué la tête, et a marmonné quelque chose sur le fait qu'ils creusaient leur propre tombe. Puis, il m'a appris autre chose. Apparemment, mes parents mentaient sur la propriété de la maison depuis des années, pas seulement aux voisins et aux amis, mais aussi à la banque. Ils avaient ouvert une ligne de crédit sur la maison, il y a des années, en affirmant qu'elle leur appartenait. Et maintenant, avec la procédure d'expulsion en marche, la banque posait des questions auxquelles ils ne pouvaient pas répondre. Cette partie-là n'était pas dans l'email. L'oncle Mike l'avait appris par un cousin, qui travaillait dans les prêts. Ils avaient commis une fraude, et maintenant, ils étaient coincés entre la perte de la maison, ou la perte de tout le reste. Je l'ai remercié, sans trop savoir quoi dire d'autre. Il avait l'air de vouloir en faire plus, mais il ne savait pas comment s'y prendre. Avant de partir, il s'est agenouillé à côté de Lily, et lui a tendu un petit éléphant en bois, ramené de ses voyages. Elle a rayonné. Il s'est relevé, et a dit, c'est comme ça qu'on traite sa famille. J'ai verrouillé la porte derrière lui. Pour la première fois, j'ai ressenti quelque chose que je ne m'étais pas autorisé à ressentir depuis des mois.
J'étais en train de gagner. Mais je savais aussi que ce n'était pas fini. Loin de là. Ils étaient désormais acculés. Et les gens comme mes parents, ils ne deviennent que plus méchants, lorsqu'ils n'ont plus rien à perdre. La plainte est arrivée un vendredi. Une lettre recommandée, remise en main propre à ma porte, pendant que je préparais des crêpes. Lily était assise par terre, en pyjama, construisant une tour avec des feutres. J'ai ouvert l'enveloppe alors que la poêle était encore chaude, et pendant une seconde, je suis resté là, à fixer la liste ridicule des accusations, fraude, coercition, abus de faiblesse sur une personne âgée. Il me poursuivait en justice, pour une maison que je possédais légalement. J'ai appelé mon avocat. Il n'était pas surpris. Il m'a dit qu'ils allaient essayer de me noyer sous la paperasse, de retarder l'expulsion, et de faire croire que j'étais la méchante. Mes parents n'essayaient pas de gagner. Ils essayaient de m'épuiser, de faire traîner les choses en longueur, de gagner du temps, et d'espérer que je craque ou que j'accepte un arrangement. Mais je n'allais pas reculer. La semaine suivante, je suis passé à la maison, pour retrouver le serrurier, et changer le code du garage. C'est là que j'ai vu le panneau. Un grand panneau blanc, planté dans le jardin, à vendre par le propriétaire, avec un numéro de téléphone griffonné au marqueur noir. Ils essayaient de vendre ma maison. J'ai failli rire. Le désespoir était si flagrant, que c'en était pathétique. J'ai appelé le numéro indiqué sur le panneau. Jenna a répondu. Elle avait l'air suffisante, comme si elle avait attendu ce moment. Elle m'a dit qu'ils avaient déjà un acheteur intéressé, et que c'était amusant de voir à quelle vitesse les choses avançaient, quand on traitait avec des adultes. Je lui ai répondu qu'elle ferait peut-être bien de prévenir l'acheteur potentiel, qu'il ferait l'acquisition d'un bien volé. Elle a raccroché. J'ai appelé le bureau du comté l'après-midi même, et j'ai signalé l'incident. Puis, mon avocat a déposé une mise en demeure. Le panneau a été retiré le lendemain, mais le mal était fait. J'avais des voisins qui m'appelaient pour me demander ce qu'il se passait, et pourquoi il y avait des rumeurs disant que la maison était vendue dans mon dos. Ce week-end-là, j'ai reçu le premier message anonyme. Il ne venait pas d'un inconnu. C'était l'écriture de ma mère, sur un papier plié dans ma boîte aux lettres, sans enveloppe. Il disait, « Tu es malade. Tu es en train de détruire ta fille. Nous prions pour toi chaque jour. » Je l'ai passé à la déchiqueteuse. Je n'ai même pas laissé Lily le voir, mais j'ai gardé les morceaux, au cas où. Puis, la partie la plus inattendue s'est produite. Les gens ont commencé à prendre mon parti. Tante Nancy, la propre sœur de ma mère, m'a appelé, et m'a dit qu'elle voulait que je connaisse la vérité. Que grand-mère avait bel et bien parlé du testament, avant de mourir. Qu'elle avait pris sa décision, parce qu'elle ne faisait pas confiance à mes parents pour ne pas tout gâcher. Que Jenna n'avait même pas été envisagée. Elle a dit, c'est toi qui avais le plus à perdre. Nancy m'a dit, et c'est toi qui avais le plus grand cœur. Ensuite, ma cousine Denise a appelé, pour me dire qu'elle m'aiderait si j'avais besoin d'un endroit pour stocker des affaires, ou de quelqu'un pour garder Lily pendant les audiences au tribunal. Elle a dit qu'elle n'arrivait pas à croire la façon dont ils nous traitaient, et que tout le monde avait toujours pensé que Jenna était l'enfant prodige. Mais il s'est avéré que la peinture dorée s'écaille très vite, quand on y regarde de trop près. Le silence dans lequel j'avais vécu pendant des années était en train de se fissurer. Et, derrière lui, il y avait des gens qui avaient toujours su que quelque chose n'allait pas. Ils n'avaient simplement jamais pensé que je me défendrais. Mais il restait encore une personne, qui n'avait rien dit. La meilleure amie de ma grand-mère, Lorraine. Celle qui s'était occupée d'elle au cours de ces derniers mois. Celle qui savait tout. J'ai décidé d'aller lui rendre visite. Elle a ouvert la porte, portant l'un des vieux gilets de grand-mère, et m'a serré dans ses bras, avant que je ne puisse dire un mot. Elle savait déjà pourquoi j'étais là. Elle m'a dit que grand-mère avait été très claire. La maison était pour moi, parce que j'avais besoin de stabilité, et parce que j'étais gentille. Parce que j'avais la force de caractère qui manquait à mes parents. Puis, elle m'a tendu quelque chose dont j'ignorais l'existence, une enveloppe scellée avec l'écriture de ma grand-mère, datée de 2 semaines avant son décès. À l'intérieur, il y avait une lettre, et ce qui y était écrit a tout changé. Il m'a fallu 10 minutes pour l'ouvrir. Je me suis assise dans ma voiture, avec l'enveloppe sur les genoux, fixant l'écriture de ma grand-mère, comme si elle risquait de se dissoudre si je la touchais trop fort. La date était claire,
2 semaines avant sa mort, alors qu'elle était encore lucide, qu'elle donnait toujours des ordres aux infirmières, et qu'elle se disputait sur la marque de biscuits qu'on lui donnait. Quand je l'ai finalement décacheté, c'est l'odeur qui m'a frappé en premier. Cette odeur de vieux papier. Ensuite, j'ai déplié la lettre, et j'ai vu mon prénom écrit exactement comme elle avait l'habitude de l'écrire. Jamaïca Lee. Personne ne m'avait appelé comme ça depuis que j'étais enfant. La lettre n'était pas longue, mais chaque mot m'a frappé comme une brique en pleine poitrine. Elle disait qu'elle savait comment étaient mes parents, qu'elle avait passé des années à les regarder me détruire à petit feu, et que ça lui brisait le cœur. Elle écrivait que Jenna avait toujours été le miroir de ma mère, froide, théâtrale, et calculatrice. Qu'ils ne comprenaient l'amour, que lorsque ça leur donnait une bonne image. Elle disait qu'elle m'avait laissé la maison, non pas parce que j'en avais plus besoin, mais parce que j'en ferais bon usage. Tu la rendras chaleureuse à nouveau, avait-elle écrit. Tu la rempliras de rire. Tu répareras ce qu'ils ont brisé. Et puis, tout en bas, il y avait quelque chose à quoi je ne m'attendais pas du tout. Une courte ligne, s'il conteste ceci, donne la clé à Lorraine. C'était tout. Aucune explication. J'ai appelé Lorraine, là, directement depuis ma voiture. Elle a ri quand je lui ai posé la question. Elle a dit qu'elle se demandait quand est-ce que je la trouverais. Puis, elle m'a dit de passer le lendemain matin. Elle avait quelque chose pour moi. J'ai à peine dormi, cette nuit-là. Lily s'est blottie contre moi après un cauchemar, et je l'ai simplement laissée rester. Je l'ai regardée respirer pendant des heures, me demandant dans quel genre de monde j'étais en train de l'entraîner. Mais je savais aussi que je faisais cela pour elle, pour qu'elle n'ait jamais à s'asseoir sur le bord de son lit, en se demandant pourquoi sa famille ne voulait pas qu'elle brille. Le lendemain matin, Lorraine m'a tendu une petite boîte en bois. Elle était plus lourde que je ne le pensais. À l'intérieur, se trouvaient 3 choses, une clé USB, une liste de noms écrite à la main, et un document plié, notarié et daté. Un deuxième codicile, au testament de ma grand-mère. Lorraine m'a dit que grand-mère s'était préparée à tout ça. Elle se doutait qu'ils essaieraient de se battre, d'essayer de déformer les choses, de tout gâcher. Elle avait donc donné à Lorraine des copies de tout. Pas seulement le testament, pas seulement ses dernières volontés, mais aussi des enregistrements, des dizaines d'entre eux. La clé USB contenait des fichiers audio. Ma grand-mère y parlait seule, expliquant chaque raison, pour chaque choix qu'elle avait fait. Calme, détaillé, et clair. Elle parlait des manipulations de mes parents, de l'obsession de Jenna pour les apparences, et du fait d'avoir surpris mon père en train de plaisanter en disant « Jamaïca n'arrive même pas à garder un homme. Comment va-t-elle garder une maison ?» Elle avait des preuves, des noms, des dates, et même des témoignages de personnes que je n'avais jamais rencontrées. Apparemment, elle avait demandé à des amis de rédiger des déclarations, au cas où l'affaire irait devant les tribunaux. La liste de noms comportait des gens prêts à témoigner, des voisins, des aides-soignantes, et même une ancienne infirmière. Le codicile contenait une clause très claire. Si la maison était un jour contestée devant un tribunal, une clause secondaire complète entrerait en vigueur. Selon cette clause, mes parents et Jenna seraient définitivement déshérités de tout ce qui était lié à sa succession, y compris les fonds fiduciaires restants, y compris les versements d'assurance vie, et y compris le terrain en Arizona, sur lequel ils avaient toujours prévu de passer leur retraite. J'ai tout envoyé à mon avocat. 3 jours plus tard, il m'a appelé et m'a dit, ils viennent de tout perdre. À la fin du mois, mes parents avaient quitté la maison. Jenna a essayé de publier une histoire vague sur Facebook, parlant de trahison, et de serpents dans la famille. Ça a récolté 5 j'aime, tous venant de personnes à qui je n'avais pas parlé depuis le lycée. Ils ont emménagé dans un appartement de 2 chambres, à l'autre bout de la ville. J'ai entendu dire que Jenna avait dû prendre un deuxième emploi, pour aider à payer le loyer. Et moi, j'ai emménagé dans la maison avec Lily. Nous avons peint les murs en couleur lavande et en jaune soleil. Nous avons planté des tomates dans le jardin à l'arrière. Nous avons accroché une balançoire, au vieux chêne. Ils ne se sont jamais excusés. Ni auprès de moi, ni auprès de Lily, pas même une seule fois. Mais je n'en avais pas besoin. Ils pensaient que j'allais ruiner la famille, que j'allais apporter la honte. Ce qu'ils ne pouvaient pas comprendre, c'était cela, il n'y avait plus de famille à ruiner. Ils l'avaient détruite, il y a des années. Les premiers mois ont été étranges, presque paisibles. Lily dansait pieds nus dans le salon, pendant que je préparais le dîner.
La maison semblait de nouveau en vie. Pour la première fois depuis des décennies, des rires résonnaient dans les couloirs, au lieu des cris. Parfois, quand je passais devant le vieux cadre photo, toujours accroché au mur, j'apercevais la fille que j'étais autrefois. Celle qui pensait que l'amour était quelque chose qu'il fallait mériter. Mais ce n'était plus le cas. Je n'étais plus cette fille-là, et Lily n'aurait jamais à l'être. Un samedi matin, j'étais dans la cour arrière, en train de tailler les rosiers, lorsqu'une voiture que je ne connaissais pas s'est garée devant la maison. Mon estomac s'est noué. J'ai essuyé mes mains sur mon jean, et je suis allé jusqu'au portail. Un homme en est sorti. Une quarantaine d'années, costume et porte-bloc, un huissier de justice. J'avais vu suffisamment d'enveloppes légales, pour savoir ce qui m'attendait. Il me l'a tendu poliment, a marmonné quelque chose à propos d'une notification du tribunal, et s'est éloigné en voiture, avant que je ne puisse poser la moindre question. À l'intérieur, se trouvait une assignation à comparaître. Jenna me poursuivait pour préjudice moral. Elle prétendait que je lui avais causé des torts sur le plan de la réputation. J'ai failli éclater de rire. Mon avocat, lui, l'a fait. Il a dit que c'était une tentative désespérée de sauver la face, et que ça ne tiendrait jamais la route. Pourtant, voir son nom sur un autre document judiciaire m'a serré la poitrine. Ce n'était pas de la peur. C'était de l'épuisement. Mais je m'y suis présenté. J'ai apporté chaque document, chaque enregistrement, et chaque déclaration que Lorraine m'avait donnée. Jenna n'a même pas tenu jusqu'à la fin de la première audience. Lorsque le juge a diffusé l'extrait audio, dans lequel grand-mère expliquait très exactement pourquoi Jenna n'était pas sur le testament, Jenna s'est levée et a quitté la salle. Mon avocat m'a dit que c'était le rejet le plus rapide qu'il ait jamais vu. Après ça, le bruit a cessé pour de bon. Les appels, les textos, les lettres, tout a disparu. J'ai appris par tante Nancy, que mes parents avaient arrêté de parler à la majeure partie de la famille. Apparemment, ils ne pouvaient pas supporter la honte. Je n'ai pas fait la fête. J'ai simplement respiré. Lily est entrée en CE2 cet automne-là. Elle s'est fait de nouveaux amis, les a invités à la maison pour des soirées pyjama, et a rempli la maison de dessins, de paillettes, et de petits rires. Pour son 8e anniversaire, elle m'a demandé si grand-mère pouvait venir. Je me suis figé pendant une seconde, puis j'ai réalisé qu'elle parlait de ma grand-mère à moi, celle qui nous avait légué la maison. J'ai souri et j'ai dit, elle est là, mon bébé. Elle est toujours là. Nous avons préparé un gâteau ensemble, ce soir-là. Je l'ai laissé le décorer comme elle le voulait. C'était brouillon, et parfait, et recouvert de beaucoup trop de vermicelle colorée. Quand elle a soufflé ses bougies, je me suis surprise à murmurer « merci » dans un souffle. Pas à mes parents, pas même à grand-mère, mais à la version de moi-même, qui avait enfin arrêté d'attendre leur amour. Parce que cette version de moi, celle qui a dit que c'en était assez, nous a sauvés toutes les deux. Des mois plus tard, alors que l'automne s'installait lentement, je me suis retrouvée assise sur la balançoire du porche, un soir, après que Lily se soit couchée. L'air était frais, le chant des grillons était fort, et les étoiles commençaient tout juste à apparaître. J'ai repensé à la lettre de grand-mère, à Lorraine, et à chaque personne qui s'était levée, quand je l'avais finalement fait moi-même. J'ai repensé au silence qui m'étouffait autrefois, et à la façon dont il ressemblait, aujourd'hui, à la paix. La maison a grincé doucement derrière moi. J'ai regardé la porte d'entrée, fraîchement peinte en jaune, et j'ai souri.